Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Enjoy, dans lequel nous allons parler responsabilité sociétale des entreprises. Définie communément comme l'ensemble des pratiques mises en place dans une entreprise en faveur du développement durable, qu'il soit environnemental, économique ou social, ses origines sont plus ou moins lointaines. Pourtant, on date sa conceptualisation dans les années 60, suite aux travaux de Bowen, dans son ouvrage intitulé Social Responsibilities of the Businessman. Depuis, la RSE s'est progressivement dotée d'un arsenal réglementaire, notamment en France, qui l'année dernière encore modifiait 2 articles dans la loi Pacte, en intégrant notamment la possibilité pour les entreprises de se doter d'une raison d'être. Mais ce cadre réglementaire est loin d'être contraignant. Et alors que nous traversons une période de crise sanitaire, la question de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise est plus que jamais au centre des débats. Nous recevons donc pour en discuter aujourd'hui Carole Pétier, responsable RSE et fondatrice du cabinet ACA Conseil, spécialisé dans le conseil en diversité et accompagnement professionnel. Carole Pétier, bonjour. Bonjour Morgane. Enchantée. Enchantée également. Alors, pour introduire cette discussion, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail à nos auditeurs, notamment sur votre parcours, les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé, etc. Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille depuis à peu près 20 ans. J'ai un parcours professionnel que je vais vous présenter en 3 phases. Jusqu'à 2007, j'ai un parcours classique en ressources humaines, plutôt orienté recrutement, développement des hommes. Et puis à partir de 2008, je commence à m'intéresser au sujet des politiques handicap. Et du coup, je bascule sur un poste de consultante pour accompagner des entreprises de différents secteurs d'activité sur la mise en place de politiques handicap et de manière plus large diversité. D'accord. Je vais ensuite intégrer un groupe de protection sociale français où je vais créer et piloter la mission handicap. Et je dois préciser qu'à l'époque, je ne faisais pas forcément le lien entre diversité et RSE de manière plus large. D'accord. Et la troisième étape en fait de mon parcours, elle commence en 2012 où là j'intègre un retailer, le 4e plus gros retailer mondial, pour là aussi intégrer et déployer une politique handicap au niveau Europe. Et de manière plus large, une politique diversité. Et là, je découvre les autres champs de la RSE et je me jette à corps perdu dans ce sujet qui est juste passionnant. Je vais y travailler pendant 6 ans, où là, je vais effectivement découvrir à la fois la partie environnementale et la partie économique que je ne touchais pas forcément auparavant. D'accord. Et puis fin 2019, j'intègre un logisticien transporteur pour déployer l'axe sociétal de leur politique RSE. Donc voilà en quelques mots mon parcours professionnel. Et entre-temps, j'ai effectivement créé ma propre structure qui s'appelle ACA Conseil. Et donc, j'accompagne les entreprises sur la mise en place de leur politique diversité. Vous disiez que pendant longtemps, vous faisiez donc de la politique diversité, de l'intégration aussi de l'handicap dans les politiques d'entreprise, mais que vous n'aviez pas fait le lien avec la RSE. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était pas forcément inclus dans cette politique RSE. Enfin, est-ce qu'il y a une raison à ça? Si je regarde mon parcours, en fait, donc on revient dans les années 2000, enfin moi je suis dans les années 2008 à peu près. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de diversité dans les entreprises et notamment de politique handicap parce qu'il y avait des contraintes financières, je dirais, des pénalités financières pour les entreprises qui n'allaient pas sur ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'on parlait de handicap, on parlait de diversité, on commençait à travailler un peu plus sur les seniors, sur l'égalité professionnelle homme-femme, mais c'était déconnecté en fait de la RSE. La RSE existait déjà, mais on faisait pas forcément le lien. Et moi, personnellement, j'ai vraiment fait ce lien, effectivement, quand je suis arrivée au sein de ce fameux groupe japonais qui avait déjà implémenté au niveau mondial une stratégie RSE globale, très axée sur le volet sociétal, mais effectivement, ça rentrait, la politique diversité était un des axes de la stratégie RSE. D'accord. Du coup, effectivement, ça montre bien à quel point la RSE s'est progressivement imposée comme un sujet majeur pour les entreprises, puisqu'il y a quelques années, même si on en faisait déjà, au final, on n'y mettait pas forcément ce terme-là. Aujourd'hui, elle est un peu dans toutes les bouches. Pourtant, la définition reste floue. Vous, comment vous la définissez dans votre métier?
et comment elle se concrétise pour les entreprises? RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça veut dire que très clairement, une entreprise qui va vouloir se positionner comme un acteur de la RSE, elle va chercher à travers son activité, à travers son business et son organisation à avoir différents impacts. Un impact positif sur la société en général et les individus, y compris ses collaborateurs. Un impact au niveau environnemental, au niveau biodiversité, avec l'objectif central de diminuer l'impact environnemental généré par son business. Et puis, le troisième élément pour moi dans la RSE, mais pour tous les responsables RSE, c'est la viabilité économique de ce qui est mis en place, de manière à faire évoluer ensemble le business de l'entreprise et les enjeux de la RSE. Et implémenter une démarche RSE, c'est vraiment trouver je dirais, ce savant équilibre entre RSE et business, en tenant compte des différentes parties prenantes, internes et externes, qui vont être mobilisées. Et comment elle va se concrétiser dans les entreprises? Est-ce que il y a des dispositifs particuliers? Est-ce que c'est vraiment particulier à chaque entreprise? Est-ce qu'il y a des politiques communes? Euh, comment, comment elle se concrétise au quotidien? Alors, il y a des sujets effectivement que l'on va retrouver de manière assez récurrente dans les entreprises. Je parlais de politique handicap tout à l'heure. En France, il y a une obligation légale effectivement pour les entreprises de plus de 20 salariés d'aller travailler sur ce sujet-là, sous peine de sanctions financières. On a vu ces derniers temps une forte évolution sur les questions de l'égalité professionnelle homme-femme. Et puis ensuite, je dirais qu'en fonction de son secteur d'activité, de son business, l'entreprise va s'orienter peut-être plus sur la question environnementale ou plus sur la partie sociétale. Mais on va retrouver des sujets comme la gestion de la pollution numérique, les finances responsables, la création de produits éco-conçus. Si je reviens sur la diversité, on va avoir également des questions très, très à la mode en ce moment du fait du Covid. C'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle, le bien-être au travail et l'organisation des temps de travail. Et on peut avoir aussi d'autres sujets, je pense notamment aux entreprises de la distribution et du retail, par exemple, la question de la supply chain avec l'utilisation de modes de transport adaptés, peut-être la mise en place de flottes de véhicules électriques, comment réduire, recycler et réutiliser les déchets qu'ils produisent. On va voir la question des énergies vertes. Donc, il y a vraiment plein de sujets qui vont être arbitrés en fonction du business de l'entreprise et puis aussi de son organisation. D'accord. Vous parliez justement du Covid. Comment la RSE a évolué ces dernières années et notamment suite à la crise sanitaire? Qu'est-ce que cette crise a modifié en fait dans le rapport des entreprises à la RSE? Ouais. Alors, vous parliez tout à l'heure de la loi Pacte en introduction. C'est vrai que c'est un moment clé, hein, je crois, aussi dans le déploiement d'une politique RSE dans les entreprises. Et là, cette situation de crise sanitaire, elle a aussi, je pense, éveillé un certain nombre d'entreprises sur ces pratiques, notamment les pratiques RH sur l'organisation du temps de travail, l'accompagnement des collaborateurs, qui sont des sujets à part entière en fait de la RSE et qui amènent beaucoup de questions et d'interrogations. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je trouve qu'il va y avoir une période avant Covid et après Covid sur les actions que les entreprises vont vouloir mettre en place. D'accord. Vous le constatez dans votre activité actuelle? Je le constate effectivement dans mon activité et puis je le vois aussi en échangeant avec des homologues. On a eu aussi beaucoup d'exemples dans la presse. On a vu des entreprises, par exemple, certes, déjà engagées dans des stratégies RSE, mais qui sont allées au-delà, qui ont parfois bougé leur business model.
Je pense par exemple à LVMH qui avait mis en place la production de gel hydroalcoolique dans ses usines de production de parfums, alors qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'ils font, sauf que la situation a fait qu'ils sont allés aussi au-delà de leurs engagements RSE. Est-ce que vous pensez que ces engagements nouveaux vont précéder aussi cette crise sanitaire? Dans la mesure où là, bon, effectivement, il y a cette émulation, si on peut dire, autour de la crise sanitaire qui incite beaucoup les entreprises justement à parler et à s'engager davantage. Est-ce que vous pensez que ça peut précéder la crise? Est-ce que c'est vraiment un changement conjoncturel ou structurel? Ah, je lisais récemment une étude qui disait, donc qui traitait des conditions de travail et de l'épanouissement au travail, et qui disait que 8 cadres sur 10 en Île-de-France souhaitaient partir de la région parisienne pour avoir de meilleures conditions de vie et, évoluer différemment. Donc, ce type de constat, ça a un impact dans les entreprises, tout simplement parce que 8 cadres sur 10, c'est énorme, que les entreprises vont peut-être du coup se retrouver face à des problématiques de gestion des talents, ou alors de comment est-ce que je garde mes collaborateurs tout en leur permettant de travailler différemment si effectivement il y a une mobilité géographique. Donc je crois vraiment qu'il y a un mouvement de fond qui va se mettre en place suite à cette crise Covid. Oui. Et bon, la problématique de la RSE, c'est que elle est en grande partie non contraignante, ce qui aussi participe on va dire, à sa mauvaise presse dans la mesure où plein de gens ne comprennent pas forcément de quoi il en retourne, vu qu'il n'y a pas vraiment d'obligation légale, on va dire, sauf qu'il y a quand même des obligations. Mhm. Euh, et je voulais justement vous demander quelles étaient ces obligations-là pour les entreprises. Alors, le législateur a passé un certain nombre de textes sur certaines thématiques. Je reviens sur l'emploi des travailleurs handicapés, je reviens sur la mise en place des index sur l'égalité professionnelle homme-femme. C'est très français de passer par des lois pour faire bouger les lignes. D'accord. Donc et j'assume, hein, moi je suis quand même très preneuse de législation sur les autres sujets de la RSE pour que les acteurs effectivement continuent à travailler de manière encore plus forte, et puis surtout pour les structures qui ne se sont pas encore posé la question de l'intérêt d'aller sur les sujets de RSE, en fait qu'ils y aillent. Et s'il faut passer par une législation plus forte, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour inciter les entreprises justement à s'investir davantage peut-être? C'est ça. D'accord. Face à la crise, on parle de crise sanitaire, mais il y a une crise climatique en parallèle, qui est évidemment un sujet fort en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose, évidemment, c'est quelque chose qui est inclus dans la RSE, mais est-ce que ça doit faire partie de la RSE ou selon vous, ça devrait être quelque chose en dehors, sachant qu'il n'y a pas de contraintes réelles autour du climat, notamment dans la RSE? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, doit rester dans le cadre de la RSE ou doit surpasser le cadre de la RSE? Euh, alors pour moi, effectivement, le climat, la question du climat doit être intégrée dans une stratégie RSE, pour aussi rester dans une sorte de cohérence dans le déploiement d'une stratégie. Et je crois qu'en fait, la question de est-ce qu'il faut l'intégrer ou pas, est-ce qu'il faut y aller ou pas, elle se pose même pas. Et aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Euh, Mhm. et, et du coup, effectivement, intégrer le climat la question du climat dans la RSE, dans la politique RSE de l'entreprise, pour moi, c'est nécessaire. Je vous pose cette question parce que du coup, la critique qui va être faite souvent à la RSE, ou en tout cas notamment sur les engagements des entreprises qui concernent l'égalité, l'équité ou le climat, c'est que, j'insiste sur cet aspect de dispositif non contraignant, parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière que ce soit pas assez engageant pour l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la politique
affiché ne soit pas réellement derrière appliqué. On parle de greenwashing, de marketing justement sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la question effectivement du greenwashing, du green marketing, c'est une question qui est connectée à la RSE depuis très, très longtemps. Je pense qu'il y a quand même, une évolution, forte, des mentalités, de la prise de conscience, notamment, des consommateurs et aussi des collaborateurs en entreprise. Et un des enjeux, justement pour les entreprises qui, travaillent sur le sujet, c'est de démontrer, ou en tout cas d'afficher effectivement leur discours, mais, en démontrant par, l'exemple et les actions concrètes qu'elles ont réalisées. Et je crois vraiment qu'il y a une prise de conscience, du fait que, hem, heu afficher des discours sans apporter la preuve de ce qui a été fait, aujourd'hui, ça ne passe plus effectivement auprès des individus, des consommateurs et des collaborateurs. D'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que, les personnes les consommateurs, par exemple, sont de plus en plus, vigilants, dans leurs actes d'achat. Donc c'est aussi, je trouve que c'est un indicateur qui est extrêmement fort. Et que les entreprises doivent donc tenir leurs engagements au-delà du fait de les afficher. Les ONG, les associations ont de plus en plus également je dirais de poids en tant que partie prenante dans l'évaluation justement des actions qui sont mises en place par les entreprises. La présence et l'utilisation des réseaux sociaux peut être dévastateur pour une entreprise qui va à l'encontre de ce qu'elle affiche. Et on a vu dans les dernières années des entreprises avoir de grosses problématiques euh, d'image suite à des actions qui avaient été mises en place, alors peut-être involontairement, mais qui en tout cas ont été soulignées par des associations et relayées sur les médias sociaux. Vous me faites penser notamment à vous l'avez probablement vu passer, cette étude de l'association Notre Affaire à tous, publiée, il me semble, en début de l'année 2020, qui épinglait notamment une vingtaine, il me semble, de sociétés du CAC 40, justement sur leurs engagements climatiques, puisque, bon, aux Européens, il y a un autre arsenal réglementaire qui oblige aussi les entreprises à avoir une certaine transparence sur ces questions-là. Et justement, effectivement, dans ce rapport-là, ça pointait du doigt que, au-delà des engagements affichés, dans les faits, il y avait quand même un certain gap dans la transparence affichée, quoi. Ouais, je suis complètement en phase avec ce que vous dites. Ouais. Ouais, ce qui a probablement dû créer des problèmes derrière, j'imagine. Enfin, je pense notamment à Danone, pour ne pas le citer, qui depuis, qui avait été épinglé dans le rapport, qui depuis a renforcé, a priori, de manière assez forte, sa politique Mmh. RSE. Vous avez des cas, enfin, vous avez dans le retail, par exemple, beaucoup d'entreprises qui ont revu aussi leur process, notamment sur la sous-traitance en termes de production textile suite à l'effondrement du Rana Plaza parce que il y a eu une médiatisation très forte de cet événement dramatique et que chacun effectivement achète des vêtements, mais du coup il y a eu une prise de conscience des conditions de fabrication d'un t-shirt acheté à 5 € par exemple. Bien sûr. En conséquence, est-ce que la RSE peut être, ou enfin, vous disiez justement tout à l'heure, pour vous, c'était quand même important que on va dire le côté business ne soit pas oublié de la RSE, hein, puisqu'il faut quand même que l'entreprise puisse continuer de tourner. Est-ce que dans ce sens-là, la RSE peut être profitable à l'entreprise, sachant qu'en plus, comme vous disiez, il y a des changements, il y a un changement des modes de consommation, des mentalités. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise a même intérêt économiquement à investir dans la RSE? Mais complètement. Évidemment, une entreprise doit investir dans la RSE. D'ailleurs, il y a des études là qui sont sorties début 2020 sur notamment
c'est France Stratégie qui a publié des résultats et qui indiquait que les entreprises qui intègrent des critères ESG voient leur performance augmenter de 13%. Donc, c'est quand même non négligeable. Et puis, il y a un autre facteur aussi, c'est que la RSE peut être aussi un levier pour créer de nouveaux business. Euh, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'exemples d'entreprises qui se sont créées dans le domaine de la RSE ou alors qui ont complètement intégré la RSE dans leur stratégie, dans leur business model et qui fonctionnent extrêmement bien. Quelles sont-elles ces entreprises? Enfin, justement, est-ce que vous avez en tête des entreprises, on va dire, bonnes élèves ou justement qui se démarquent sur leur politique RSE? Ah bah, je pense par exemple à une entreprise française d'ailleurs qui s'appelle Veja et qui fabrique en fait des baskets sur la base de matériaux éco-responsables ou recyclés et qui ont intégré aussi dans la gestion de leur supply chain tout un ensemble de pratiques RSE vertueuses en fait. Après, il y a d'autres entreprises, je pense à des structures beaucoup plus anciennes, comme La Poste, le groupe La Poste, par exemple, qui sort en tête en fait d'un classement réalisé par une structure de notation ESG et qui a baissé de 30% son bilan carbone. Donc, qui va de plus en plus vers la neutralité carbone. Donc, il y a vraiment des très, très belles réussites et je pense qu'il faut s'en inspirer. Il faut que les entreprises regardent ce qui se passe ailleurs, en France, mais aussi à l'étranger, tout simplement parce que ce qui fonctionne déjà peut être dupliqué et est inspirant. Bien sûr. Vous parlez d'étrangers, justement, je rebondis. Est-ce que vous disiez justement qu'en France, on était quand même assez experts pour poser des lois? Comment ça se passe à l'étranger? Est-ce qu'il y a des pays qui sont meilleurs élèves que la France? Est-ce qu'il y a des systèmes à l'étranger justement pour la RSE qui sont vertueux et capables d'inspirer nos entreprises françaises? Alors, il existe un classement qui s'appelle le classement Respecto, qui classe en fait les pays sur un indice qui est construit sur plusieurs indicateurs à la fois environnementaux, sur les questions de la discrimination, des droits au travail, sur les inégalités. Et en fait, alors moi, les derniers résultats que j'avais pu lire datent de 2018 et mettaient en fait les pays scandinaves en tête de ce classement. Avec une très bonne position également des pays de l'Union européenne. D'accord. Que vous avez en tête effectivement la Norvège, la Finlande, le Danemark. Et la France était très bien positionnée puisqu'elle arrivait 8e. D'accord. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, effectivement. Vous qui avez quand même travaillé pour des grands groupes, notamment du retail, est-ce que vous pensez qu'il y ait une taille critique ou une taille idéale pour mettre en place une politique RSE qui soit efficace et résiliente? Non, je dirais que quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est d'abord une histoire d'homme et de volonté et d'ambition. Pour moi, que l'on soit une entreprise de 5 personnes ou qu'on soit dans un groupe de 5000 ou 10 000 collaborateurs, tout le monde doit y aller. J'imagine quand même que c'est plus difficile pour une grande entreprise de mettre en place une politique RSE parce qu'il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en jeu. Alors, plus difficile, il y a certainement des temps de décision, des circuits de décision qui sont différents effectivement de ceux qu'on peut rencontrer dans une entreprise plus petite. Mais néanmoins, il faut, je répéterai, il faut y aller effectivement. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que vous, dans le cadre de votre activité de conseil, quels sont les outils qui sont à disposition des entreprises pour améliorer leur RSE que vous leur conseillez au quotidien, que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Alors moi, sur ma partie conseil, je suis vraiment spécialisée sur la partie diversité. Donc, je dirais un axe de la RSE est plutôt sur le volet sociétal. En termes d'outils, je crois que la première chose, c'est vraiment de faire la matrice des risques, de faire un audit des pratiques de l'entreprise, de manière à voir d'où est-ce qu'ils partent pour les amener effectivement
vers un point B. J'insiste aussi sur la mise en place d'indicateurs et ça, c'est vraiment important parce que pour mettre en place une politique RSE qui soit pertinente et impactante, mais il faut pouvoir mesurer ses actions et pour ça, il faut avoir des indicateurs de suivi. D'accord. Est-ce qu'il y a des labels, des choses comme ça qui peuvent aider justement à la mise en place de politiques RSE? Oui, bien sûr. Alors, il y a notamment la norme ISO 26000 hein, qui est la norme de référence effectivement quand on met en place une stratégie RSE parce qu'elle permet de balayer un certain nombre euh, d'axes stratégiques et d'avoir une analyse fine des parties prenantes à impliquer. Après, vous avez la possibilité, effectivement, mais je dirais que là, c'est une fois que la stratégie RSE elle est mise en place, la possibilité de faire évaluer les pratiques, notamment via des agences de notation du type Vigeo, par exemple, Mhm. qui permettent de voir où en est l'entreprise sur les différents axes. D'accord. Et au niveau parce que vous disiez tout à l'heure que c'est une histoire d'homme avant tout la RSE, donc c'est une question de volonté au sein de l'entreprise. Mais il y a quelque chose d'assez finalement hiérarchique, c'est une décision qui vient d'en haut, c'est une volonté qui vient d'en haut. Comment aujourd'hui les entreprises incluent ou alors peuvent inclure leur personnel dans les politiques RSE? Comment ils peuvent être partie prenante du processus? Je crois que la première chose, pour impliquer effectivement les collaborateurs, c'est de communiquer, c'est de sensibiliser, et c'est de former, quelles que Mhm. soient, les lignes métiers. Parce que la RSE, en fait, on peut en faire dans tous les départements d'une entreprise. Chacun à son niveau peut être acteur. Et je crois qu'un des points clés, c'est vraiment d'expliquer les enjeux sur les lignes métiers, de former, de donner des clés effectivement pour que les personnes puissent devenir actrices à leur niveau. Et puis c'est également travailler pour quand on fait partie d'un département RSE, on embarque effectivement les parties prenantes internes, les collaborateurs, hein, qu'ils soient managers, cadres dirigeants ou employés. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille aussi pour eux en tant que collaborateurs et en tant qu'individus. Parce que quand on travaille sur la mise en place d'outils favorisant l'équilibre vie privée, vie professionnelle, par exemple, effectivement, on va travailler avec les services ressources humaines, avec les partenaires sociaux, mais on travaille aussi pour eux en tant qu'individus, puisqu'ils vont être eux-mêmes bénéficiaires des dispositifs qui seront mis en place. D'où ma question, voilà, c'est que là, en l'occurrence, sur tout ce qui est égalité, d'inclure les personnes qui sont les premières concernées dans le processus, même de réflexion, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou est-ce que c'est souhaitable? Je crois que passer par la phase d'audit, de mise en place de groupes de travail pour identifier les orientations stratégiques que l'entreprise va choisir ensuite dans sa politique RSE, de mettre en place des groupes de travail, de co-créer également les solutions. Je crois que c'est une des clés de la réussite d'une politique RSE. Une politique RSE ne peut pas uniquement dépendre d'un département RSE, de une ou plusieurs personnes, parce que le jour où la personne elle s'en va, il y a forte chance pour que ce qui a été mis en place diminue en termes d'impact. Pour moi, quelqu'un qui travaille dans la RSE, elle doit être un chef d'orchestre et travailler avec toutes les parties prenantes internes et externes pour faire en sorte que les personnes s'approprient le sujet et à un moment puissent le faire de manière autonome. Oui, Pour moi, c'est ça. C'est comme ça qu'on arrive à bien implémenter une stratégie RSE. d'accord, et à la faire fonctionner. Oui. Ok. Et donc, pour conclure ce podcast et cette réflexion autour de la RSE, est-ce que bon, vous m'avez dit être spécialisé donc sur la question du handicap et de la diversité, mais de manière générale, est-ce que vous avez des conseils à donner aux entreprises qui souhaiteraient développer leur politique RSE, que ce soit dans le sens du coup de la diversité ou sur les autres pans de la RSE? Alors, je dirais ne pas vous poser la question de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, mais y aller.
s'investir sur le sujet. Oui. En deuxième lieu, je dirais mettre des personnes ressources, soit qui viennent de l'externe, mais pourquoi pas de l'interne, qui incarnent effectivement les valeurs de la RSE, qui ont une mentalité aussi de chef d'orchestre, comme je le disais tout à l'heure, et puis qui est une vision effectivement de là où l'entreprise veut aller. Je dirais que ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième qui n'est pas négligeable aussi pour les entreprises, c'est aussi de se donner clairement les moyens de ses ambitions. Parce que pour faire changer les pratiques, on a besoin des hommes, effectivement, mais on a aussi besoin de moyens pour déployer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Très bien. Bien écoutez, merci beaucoup Carole Pétier pour ce témoignage extrêmement passionnant et constructif, je l'espère notamment pour les entreprises et les collaborateurs qui nous écoutent. En tout cas, merci Morgane, vous aussi pour cet échange. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.